Sommet et Collet, le balado du 1er novembre 2022. Ta petite voix intérieure te parle, mais tu ne l'écoutes pas. C'est vrai ça? Pourquoi donc? Elle t'invite à prendre le large, à découvrir de nouveaux horizons, à explorer des territoires méconnus, voire inconnus. T'attends quoi pour répondre à cet appel de l'aventure? Mon invité a, elle, comme best friend, sa petite voix. Caroline Côté. Sommet et Collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Hey, salut tripeux de rando, content de te retrouver pour ce second balado de notre saison 2. Si t'as manqué le premier, je t'en conjure, va écouter ça et prends ton pied. Pour un randonneur, c'est une bonne chose. Je t'ai déjà dit que cette nouvelle saison, on accueille des randonneurs, oui, mais aussi des aventuriers de toutes disciplines. L'idée là derrière ça, c'est de recevoir des enseignements, des apprentissages, un partage de trucs, conseils et des erreurs à éviter, bien sûr. Je prends quelques secondes pour saluer mon ami Sylvain Bouchard, sommelier en bière. Salut Alexis. Salut, qui est autour de la table. Donc, tu nous parles tantôt des rudiments de la fabrication de la bière. On n'en dira pas plus pour l'instant. Et on aura 3 bières, n'est-ce pas, en dégustation. Oui. Génial. N'oublie pas, celui ou celle qui m'écoute, de jeter un œil à ma boutique randonneur.ca. Plusieurs nouveautés se sont ajoutées dans le dernier mois. N'oublie pas, je t'offre la possibilité d'acheter des certificats cadeaux aussi pour le temps des fêtes. C'est super pratique pour l'amateur de rando et de plein air. Je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions, questions, alr@alexislerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Facebook, Instagram, YouTube et nouvellement TikTok. @facile Alexis le randonneur. Je vous promets une de ces danses bientôt. Attention. La danse des canards, peut-être. Tiens, ça, je la maîtrise bien. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, là, vous allez voir aussi, j'ai commencé à publier des photos de mes randos en Espagne, dont j'arrive à commencer par Caminito del Rey et ils suivront Pico de Millas et Mont Moulacen. J'espère que tu apprécieras et n'hésite pas, si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Caroline Côté, c'est une cinéaste d'aventure et une athlète de longue distance. Filmée dans des lieux naturels, loin et avec des particularités environnementales complexes, c'est ça sa passion et sa spécialité. Ce qui l'inspire à faire ce travail est de partager des histoires inspirantes. Elle se donne pour mission d'engager les gens à en apprendre davantage sur le sujet de la conservation de la nature et sur le dépassement de soi. Voyons comment il s'est dépassé maintenant. Salut Caroline Côté. Salut, merci pour l'intro. Puis je suis super contente d'être là avec vous deux ce soir. Ben c'est un grand plaisir de t'accueillir. Nous, on s'est parlé souvent au cours des, je dirais, 5-6 dernières années. Caroline, avec la radio, entre autres, lors de tes expéditions. Mais jamais on ne s'était rencontrés en personne. Donc voilà l'occasion. Écoute, je vais te lancer tout de suite sur une première question qui m'intéresse et que je pose souvent. À quoi t'aspirais quand tu étais jeune? Comment tu te voyais plus vieille? Ça a été une grande question quand j'étais toute jeune. J'avais pas l'impression d'entrer dans une bulle ou quelque chose qui était vraiment fait pour moi. À l'école, j'aimais me retrouver, par exemple, dans les cours d'éduc ou tout ça, mais en même temps, pour moi, le sport, c'était pas ma passion dans le temps. Puis rapidement, au cégep, j'ai décidé de faire des cours en cinéma. Oui. Et le cinéma, ça m'a vraiment attirée. Et là, j'ai développé le goût d'en faire, mais je pensais jamais devenir réalisatrice. Et l'aventure, pour moi, c'est arrivé au moment où je prenais beaucoup de marches à l'extérieur. Je voulais trouver ce que j'avais envie de faire. Puis la nature était proche de moi. Je me suis dit, je vais essayer de faire fonctionner le plein air et le cinéma ensemble. Puis c'est un peu en joignant les deux là que j'ai. Ça, c'est quand même récent, là, ça.
c'est vrai. Si on retourne lorsque tu avais Tu peut-être... viens de sortir du cégep? Ah non, quand même pas à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ton parcours, c'est quand même récent où tu as commencé à jumeler parce que tu as quand même fait des études en quoi? Communication? Ouais. Bon. J'ai fait quand même quelques études justement parce que je trouvais vraiment pas ma passion là-dedans. J'étais allée même à l'université en paléontologie marine, en urbanisme. J'ai fait de la publicité et c'est là que je me suis vraiment dit peut-être que c'est vraiment pas là où je veux aller nécessairement. Là. Donc, t'en es venu à jumeler tes deux passions, mais si on recule encore, donc 4, 5, 6 ans, est-ce que d'abord tes parents étaient des gens de nature, de plein air? Est-ce que tu as vécu des sorties, des voyages importants avec eux? Non, vraiment pas. Mes parents ont toujours eu un mode de vie très régulier, rien qui sortait vraiment de l'ordinaire à ce niveau-là. Et j'ai eu l'attirance vers le plein air peut-être quand je suis allée à Charlevoix. Ma famille vient de Saint-Aimé-des-Lacs, je sais pas si vous connaissez, c'est à côté de la Malbaie. Ouais. Puis là-bas, le voisin de mon oncle et de ma tante, c'est un très bon... il fait beaucoup de traîneaux à chien, donc c'est un très bon mâcheur. Et il m'a un peu appris à vivre à l'extérieur avec un peu les éléments. J'étais toute petite, j'avais environ 8 ans. Je traînais ma petite sœur qui avait 6 ans avec moi. Et de prendre la vitesse sur des sentiers enneigés avec des animaux qui sont complètement... On s'entend un peu fou là, de partir à l'aventure. Ben, j'ai pris peut-être l'esprit de ce que j'ai envie de faire maintenant. Peut-être que c'était caché dans T'as eu un frisson. Période-là. Ah oui. T'as eu un frisson. Et là, parlant de frisson, Sylvain, on boit-tu quelque chose à soir? Ah, avec plaisir. Moi, je suis toujours partant. Même si on fait pas de rando à soir, j'ai hâte de boire. Écoute, on a une sélection Unibrou, comme c'est l'habitude. On a plusieurs trucs. On a Blanche de Chambly, Fin du monde, Maudite. J'ai ramené aussi la Saison libre, la petite nouvelle de cette année. On a aussi Ce n'est pas la fin du monde. Ça peut être inspirant pour quelqu'un qui part à l'aventure à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Peut-être que j'aimerais essayer celle-là, c'est sûr. Moi, j'ai eu un grand attachement pour la Maudite quand j'étais jeune. Déjà, l'image m'attirait tellement. Le canot de draveur, pour moi, ça représentait vraiment l'aventure. Puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai vu l'image de la Maudite, j'ai commencé à en connaître un peu plus sur Unibrou. Puis moi, j'allais souvent à Chambly dans le temps. Puis c'était assez une distance où j'aimais courir là-bas. Puis c'est là où j'ai décidé de commencer à essayer les produits Unibrou. Ouais. Écoute, Unibrou qui a une longue histoire évidemment au Québec, puis de par ses étiquettes, on les a changées il y a 2 ans environ, et c'est toujours le magnifique et bon produit qui est à l'intérieur. Je vais te laisser aller avec Ceci n'est pas la fin du monde. Tu vas voir, tu ne le regretteras pas. C'est une bière, c'est la fin du monde, mais avec une touche IPA. Et moi, Sylvain, je vais y aller avec la Maudite ce soir, tiens. Ah, là, on part à l'aventure. Envoyé en Rabasca, on monte dans les cieux. Ouais. Moi, je vais y aller avec la Saison libre. T'as plus bien le choix, là. Comment? T'as plus bien le choix. Je fais une blague, mais... Mais en même temps, c'est ce que j'avais le goût. Difficile journée, d'une longue semaine qui s'annonce ardue avec beaucoup de bière. Donc, un petit 4% léger pour moi ce soir va être tout à fait de mise. Parfait. Ben, je te laisse nous servir ça. Pendant ce temps-là, moi et Caro, on va continuer notre conversation. Évidemment, Sylvain, tu te joins à nous quand tu veux. Là, faites pas le saut, là, je craque. Vas-y, on va l'écouter comme... Oh, j'adore ce son. Ouais, on aime ce son-là. On aime ce son-là. Le plein air dans ta vie, Caroline, donc tu me parlais du traîneau à chien. En passant, je fais une parenthèse, si vous voulez, j'ai un article sur mon blog où pour un instant, je me suis appelé Alexis le Musher au lieu d'Alexis le randonneur, mais c'est vraiment une aventure à vivre. Si vous avez la chance, mettez ça sur votre bucket list plein air. Là, c'est vraiment une activité d'ici et à vivre une fois dans sa vie, assurément. Donc, bref, plein air, ça te parlait. Côté, si je vais peut-être plus précisément au niveau randonnée, parce que tous les aventuriers à qui je parle, à qui que j'ai croisé, la randonnée, c'est un peu, entre guillemets, le sport de base, ou en tout cas, c'est
souvent c'est souvent les premières explorations, les premières montagnes, puis éventuellement, des fois, on migre vers autre chose. Mais dans ton cas, la randonnée, ça te dit quoi? Ben c'est accessible un peu à tous. C'est ce que j'aime. La randonnée, je peux en faire avec ma famille, avec ma sœur, qui est pas nécessairement une fille de plein air. Puis c'est un endroit où je peux retrouver les gens puis avoir des discussions. Moi, j'ai souvent l'habitude d'être avec des gens qui courent, qui vont faire du trail. On se parle pas, on regarde pas autour de nous. Puis la randonnée, ça me ramène à cet équilibre-là que j'ai avec ce qui est autour de moi. Puis des fois, j'oublie avec on est tous un peu en train d'essayer de performer sur les sentiers quand on court, quand on fait du trail. Et moi, de faire de la randonnée, justement, ça me pose et j'ai pas envie d'oublier ce que ça m'amène, la force d'être en nature, puis de partager ça avec les gens que j'aime autour de moi. La rando, pour toi, ça a donc un côté plus, puis c'est vrai, tu as raison, plus rassemblant, peut-être plus contemplatif. Aussi, ce que tu dois vivre quand même dans tes expéditions polaires. Bien, évidemment, à un moment donné, le blanc, on peut le regarder longtemps. On en reparlera. Écoute, je t'invite à prendre peut-être ta première gorgée. Santé. Santé à vous deux. Super. Alors, j'ai Ce n'est pas la fin du monde. Je connaissais juste la fin du monde, donc c'est super intéressant pour moi de goûter ça. Ben, puisque tu en parles, la fin du monde qui était le grand classique du Nibou, vendu un peu partout sur la planète, on avait décidé de donner une déclinaison un peu plus moderne et comme les IPA sont tellement populaires, on a décidé de l'houblonner. Dans le fait, c'est pas la fin du monde, mais elle ressemble beaucoup. On l'a houblonné comme une IPA. Fait que c'est un mélange d'une triple belge puis une IPA américaine. Oui, c'est vraiment une réussite, cette bière-là. Moi, j'adore. Comme on disait hors ronde, moi, je suis pas mal en Norvège de ce temps-ci. Et là-bas, ils développent pas mal de IPA qui appellent la IPA. C'est des grands fans, je dirais, en ce moment, là, des produits comme ça. Et je leur ferai découvrir la nôtre, c'est certain, celle du Québec. Ça va être intéressant. Écoute, courte parenthèse, Sylvain, tant qu'à y être, la Norvège qui a un écosystème au niveau de la bière un peu similaire au nôtre, non? Oui, ils ont une scène brassicole qui ressemble ici, qui ressemble à celle du Québec, très moderne, très dynamique, où on délaisse un peu les styles un peu plus classiques pour aller du côté de l'exploration, entre autres avec les IPA. Moi, je pense que c'est beaucoup dû au climat, qui est très comparable au nôtre. Ils ont une culture bière. Tu disais à juste titre, Caroline, que tu bois aussi d'excellents gins. Donc, c'est des alcools qui sont faits à base de céréales. Ouais. Comme le climat permet pas beaucoup la culture du fruit, assurément le raisin. Pas de vin. Ben non, il n'y a pas de vin, donc on tombe dans d'autres choses. Les spiritueux qui sont principalement faits à base de céréales comme le gin, la vodka. Donc oui, la Norvège est très, très, très proche de nous. Puis si tu me permets, Martin Thibault, qui est le Indiana Jones de la bière au Québec, qui est reconnu partout dans la francophonie, même chez les anglophones, fait le tour du monde pour aller dénicher des petites perles de bière qui n'existent plus et faites selon des méthodes ancestrales. Et il a ramené une levure qui s'appelle la Kveik, K-V-I-E-K, qu'on voit maintenant partout sur les IPA. Oui. Et elle a été introduite en Amérique grâce à Martin il y a 3 ou 4 ans, qui était revenu d'un périple. Et puis bon, en tout cas, je vous en parle. Qu'on en apprend des choses! Donc, je pense qu'on va lancer un deuxième podcast. On va faire juste 100%. On pourrait l'appeler Collet et Sommet. Collet et Sommet, voilà, on va l'inverser. Priorité bière. Mais c'est vrai que c'est un type de houblon qu'on voit de plus en plus ici, tout à fait. Puis c'est fun de savoir que c'est un Québécois, une levure qui a été importée ici. Est-ce que vous pensez que ça va changer tout ça? Est-ce qu'on est en train d'avoir trop de IPA sur le marché? Ben, je te dirais que ça a déjà commencé à changer. Les gens, on commence tranquillement. L'IPA va toujours rester. Là. C'est devenu quelque chose de assez important, que c'est devenu un style. C'est même pas un style, c'est rendu quasiment une façon de penser la bière. On va revenir tranquillement au style plus classique, mais oui, la IPA va s'estomper un peu, mais elle disparaîtra pas. On le voit là, on revient au lager. Exactement. Absolument. Et les bières belges. Ouais. 2014, Caroline, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Expé Antarctique. Oh là là. Je pense que ça, c'est un peu le début, entre guillemets, de ta carrière d'aventurière. Définitivement. C'est là où je suis tombée de l'autre côté. C'est là où j'ai vraiment su à l'intérieur de moi que je voulais continuer là-dedans. Expé Antarctique, ça a été ma première expédition d'envergure. J'avais vraiment peur de m'embarquer dans un projet comme ça.
Et quand j'en suis revenue, je me disais vraiment que je pouvais pas vivre autrement qu'en faisant d'autres expéditions. Là, t'avais eu la piqûre, mais avant de te lancer, t'étais pas dû pour partir avec ce groupe-là. Oh Je me non, trompe? non, j'étais à ce moment-là très résolue. Je voulais absolument aller sur l'expédition d'Expo Antarctique parce que je connaissais mon copain d'ailleurs qui était dans l'expédition, puis je lui disais... Samuel Ostigui. Exactement. On salue. On le salue. J'avais essayé d'ouvrir une discussion avec lui, puis pourtant il me disait, ben, t'as aucune expérience en aventure, je vois pas pourquoi tu viendrais sur cette expédition-là. Et je crois que en ayant fait un peu de course avant, c'est là où je me disais que j'avais envie d'aller plus loin, mais tu sais, je restais très mollo sur les aventures que je faisais au Québec. Là, avant d'aller à Expo Antarctique, je pense que j'avais dormi en tente là, 3 ou 4 fois l'hiver seulement. Là. C'était pas quelque chose que j'aimais. Je me sentais vraiment pas à l'aise à faire ça. Et là, j'ai dû convaincre l'équipe parce que j'avais aucune qualité qui pouvait faire de moi une bonne aventurière, une bonne coéquipière. C'est ça, t'avais aucun prérequis apparent, disons-le comme ça. Et donc, là, t'as fini par les convaincre au fil des sorties, des entraînements, de la préparation? J'ai dû montrer au fil des mois, parce qu'ils m'ont laissé une chance. Ils ont dit, OK, peut-être. Puis surtout, j'allais aussi filmer l'expédition, donc ça allait apporter quelque chose. Et je me suis dit que il fallait que je donne tout dans l'entraînement. Il fallait aussi que j'apprenne des choses que je connaissais pas du tout, que j'effectue par exemple des traitements en région éloignée. Il fallait que je sois en mesure de répondre à leurs besoins aussi, parce qu'eux allaient me protéger sur le terrain. Mais si, par exemple, quelqu'un allait tomber dans une crevasse puis j'étais pas en mesure de les aider, ça faisait en sorte que j'étais un peu un poids mort. C'est ça. Donc, j'ai essayé tout mon possible pour faire en sorte qu'ils acceptent et ils m'ont laissé la chance de le faire. Puis, j'en suis très reconnaissante aujourd'hui. Ça m'a amené ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça t'a amené ailleurs, faut le dire. Puis là, on va repasser un peu ces étapes-là. Explique pour les auditeurs un peu, Expé Antarctique, ça consistait en quoi comme expédition? À la base, ça consistait à aller monter des sommets qui étaient vierges sur un endroit qui s'appelait... le Forbidden Plateau. Déjà, c'est pas très invitant, non. Et on pouvait pas vraiment se permettre d'erreur à ce niveau-là parce que le vent était solide. C'était du vent, j'en ai jamais vu de l'aussi fort avant. Et il fallait monter jusqu'au plateau interdit, cet endroit-là. Mais il fallait passer par un champ de crevasses, il fallait passer par toutes sortes de météos, des voiles blancs qui s'appellent comme des whiteouts en anglais. Et Vous étiez à ski, faut le dire, je crois, avec Pulka. Ouais, en ski avec Pulka et on traînait tout notre matériel. Sur l'expédition, on testait des chandails pour la NASA. Donc, on était 3 hommes, 3 femmes. Donc, pour eux, c'était intéressant de pouvoir nous prêter des vêtements qui allaient peut-être être remis à l'équipe de l'Agence spatiale canadienne par la suite. C'était quoi? C'était des couches de base particulières? Oui, c'était très particulier parce que c'était des vêtements qui étaient intelligents. Donc, il allait pouvoir permettre à une équipe de recevoir toutes les données sur notre énergie, la chaleur de notre corps. Il pouvait même détecter à certains moments là, qu'est-ce qui allait pas. Et vous suivez à distance avec ces données-là? Oui, il y avait une scientifique qui était sur le bateau qui nous attendait sur la côte et on pouvait communiquer avec elle. Elle faisait des recherches sur nous, mais aussi sur les conditions extrêmes qui affectent les humains. Et elle a remis son document, son doctorat il y a pas très longtemps. Il y a des choses super intéressantes qu'on retrouve là-dedans, comme
On peut voir le stress sur le bout des cheveux. Donc, elle analysait comment se déroulait notre niveau de stress. Puis, on devait faire un tas de tests sur le terrain pour ça. C'est génial. Ça, c'est la première fois que j'entends ça de l'expédition comme telle. Et ça a duré combien de jours? Ça a duré 30 jours, plus environ 5 jours pour se rendre en bateau. Ouais, c'est pas le mince affaire. Hein? Non, par le passage Drake, je m'attendais pas à ça, mais l'aventure commençait avant qu'on embarque dans le bateau. Là, c'était quelque chose de traverser l'océan. Puis, est-ce qu'il y avait une raison pourquoi vous l'aviez fait en bateau plutôt qu'en avion, une question de coût? Au niveau environnemental, je dirais peut-être, mais aussi on voulait prendre le temps de le vivre de la manière peut-être plus un peu des explorateurs dans le temps. Et sur la côte, sur la berge, pour s'y rendre, c'est souvent les bateaux qui sont empruntés parce que c'est un terrain qui est assez mouvementé. Il y a beaucoup de crevasses, tout ça. Donc, un avion a peut-être plus de difficultés à se poser. Ouais, c'était pas à l'endroit voulu. Donc ça, c'est 2014, première expédition qui te lance sur le chemin de la découverte, de l'exploration. Et en 2015, tu as la chance avec donc une équipe ici au Québec de faire des traversées océaniques. Ah, oui. Ben, ça a été formidable pour moi de... C'est la classique Saint-Malo Québec que tu as pu réaliser, Québec-Saint-Malo. Ouais. Donc, moi, j'ai fait le convoyage de retour. J'étais avec Georges Leblanc, qui est un... C'est le skipper québécois. C'est le nôtre. C'est notre grand. Oui, un homme incroyable. On était sur la mer et on commençait à prendre un peu de vitesse. Puis, on n'a pas eu beaucoup de vitesse là, sur le chemin du retour de Saint-Malo à Québec. Et on aimait en prendre pas mal avec les deux coéquipiers avec qui j'étais. Et on a failli faire tomber le bateau sur le côté, sur la voile. On aimait un peu trop les nœuds le comprenaient. Et je me rappelle... Il y a quelque chose d'excitant, ça, pour l'avoir fait aussi. Ça doit être incroyable, l'adrénaline, la sensation de puissance. On sent... De liberté. On se sent bien. Moi, j'ai jamais connu un aussi grand sentiment de liberté qu'en faisant de la voile océanique. Je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais même dans des expéditions blanches, polaires, j'ai jamais ressenti ça. C'est vrai, je pense que aussi le fait d'être si loin d'un environnement qu'on connaît puis qu'on normalement on dirige facilement. T'sais, on est sur terre, on a de la facilité. Sur la mer, on connaît pas grand-chose. En tout cas, pour ma part, j'étais assez nouvelle là-dedans, puis ça m'a amené à voir les choses d'une façon bien différente. Découvrir des espèces marines qui étaient autour de nous, de voir par exemple du krill qui était phosphorescent la nuit. Je connaissais pas tout ça, ça m'a surprise. Et on a comme je disais, on a renversé le bateau presque au complet, à moitié. Et je me rappelle d'un souvenir où Georges Leblanc sort du bateau et il dit hey, arrêtez de faire les fous là, à l'extérieur, là, qu'est-ce qui se passe? Là, il est un peu fâché, mais il dit OK, le vin, il est correct, là, fait que arrêtez ça, mais... Écoute, ça m'étonne pas de lui du tout. Un gars aux 1000 histoires, il a dû vous en raconter de toutes sortes. Probablement pendant les repas. Bref, traversée océanique, donc une autre belle expérience que tu as mis dans ton sac. Qu'est-ce que tu retiens de ces traversées-là particulièrement? Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? C'est la rigueur des capitaines qui sont un peu des maîtres à bord de leur petit navire. Pour ma part, c'est un navire de performance qui était vidé de tout le matériel à bord pour prendre la légèreté. Donc, ce que je retiens de ça, c'est vraiment les détails. Tout peut changer, puis on peut être soit super à risque ou super dans le confort. Et ça dépend de comment on amène la bête à réaliser le challenge du moment. Et un bon capitaine nous mène à bon port. Et ça, je pense que c'est dans la constance, la rigueur. J'en ai appris beaucoup de Georges, justement, là-bas, de toujours être très focus sur ce qu'il entreprend. Parce qu'il y a juste nous et le bateau, hein, et rien d'autre. On est un peu à la merci du bateau, donc c'est à nous de le maintenir à flot. Puis comme tu le dis, avec un bon capitaine, un bon skipper, on retrouve le port. 2016, là, on parle de Pool of the North. Ça, c'est une expédition où tu as suivi le fleuve Yukon
Pendant plus de 2 mois, explique-moi un petit peu. Ah ouais. Bon, en fait. Là, t'étais en canot, là. Ah oui, je pense que après Expo Antarctique, je pense que toutes les aventures me convenaient en général. Et j'étais allée faire une formation à Banff. D'ailleurs, j'y retourne dans quelques jours. Ça va être incroyable de voir ça pour le Banff Mountain Film Festival. Ça va être super. Et j'étais allée là-bas pour m'inspirer. J'avais suivi une formation pour devenir cinéaste un peu d'aventure et rencontrer les meilleurs dans le mouvement, les meilleurs dans cette gang-là. Et j'étais là-bas et on m'a dit que il y avait un site web où les gens pouvaient communiquer pour se trouver des partenaires, un site anglais. Et j'étais allée voir, puis tout de suite, la première expédition se trouvait à être Pull of the North. Donc, il y avait un leader d'expédition qui cherchait quelqu'un pour filmer, photographier, pour aussi faire l'aventure de partir, faire 2000 miles sur la rivière Yukon. Wow. Rencontrer les peuples de langue athabascan. Ouais. Et ça m'a touché beaucoup cette expédition-là parce que c'était pas nécessairement dans la performance humaine comme ce que j'avais vécu un peu sur Expo Antarctique. C'était plus dans les histoires qu'on ramenait à la maison. Et c'est vraiment là que j'ai compris que c'était plus les documentaires que j'aimais faire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette expédition-là, à la rencontre de ce peuple? D'ailleurs, sur cette expédition-là, j'étais avec Martin Trahan, un autre grand canoïste québécois. Et ce qui m'a marqué, je pense que c'est la même chose pour lui, c'est de voir déjà que le Canada, c'est immense. Moi, je n'avais pas nécessairement voyagé dans cette partie-là du Canada et de l'Alaska. Découvrir cette rivière-là qui est un peu endommagée par les actions humaines, malheureusement, et de savoir que les peuples là-bas essaient de la protéger le saumon qui, en ce moment, n'arrive plus nécessairement à remonter à la source. Qui est situé près de Whitehorse, le lac Etlin. Ça m'a marqué d'une façon où j'ai vraiment vu pour la première fois les effets néfastes de l'homme sur l'environnement. Ouais. Je dis ça sous toute réserve, mais je pense qu'il y a quand même eu des améliorations sur le fleuve Yukon depuis 2015-2016. Là. Je crois que j'ai essayé d'avoir un peu d'informations aussi là-dessus. Il me semble que c'est le cas. Il faudrait que j'y retourne peut-être là pour. Mais bon, c'est jamais assez, puis je pense qu'on peut jamais revenir 100% en arrière, malheureusement. Là, t'as enchaîné en 2017 avec Kamanik. Une autre belle. Je prends une bonne gorgée de Ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est un groupe de femmes avec qui t'étais. Donc, Kamanik, une expédition qui était vraiment plus dans la même lignée que Pull of the North, où j'avais envie de récolter des témoignages de femmes ensemble. J'avais pas envie que ça soit dirigé. Puis avec la réalisatrice aussi, Florence Pelletier, qui travaille maintenant comme réalisatrice chez RAD de Radio-Canada, je me disais que on n'était pas obligé d'être dans l'effort puis la performance toujours. On pouvait se reposer, mais aussi aller en plein air puis parler de choses qui pouvaient être simples quand on marche ensemble. Je pense que comme on disait au début tantôt, la randonnée fait en sorte que ça donne envie un peu de s'ouvrir ou d'avoir des discussions intéressantes dans la nature. Et c'est ces 3 femmes-là qu'on a décidé d'amener. Ces 3 femmes qui se connaissaient pas. On voulait voir les échanges avec des femmes qui venaient du sud du Québec, mais aussi des femmes qui venaient du nord du Canada. Deux réalités tellement différentes. Écoute, tellement et de langue, et de culture et de tout. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Il avait été diffusé à Télé-Québec, si je me trompe pas. Ça, c'est Traversé. Donc, on est parti de Kamanik, puis on a essayé de faire un projet plus grand avec tout ça. Et ça a donné Traversé qui était un film où on est allé un peu dans l'audace parce que qu'amener des caméras là-bas avec la pluie qu'on a eue et les rivières qu'on a eu à traverser, c'était très challengeant, mais je pense qu'on a bien réussi. Est-ce qu'on peut le voir en ligne maintenant, le documentaire? Il est disponible à quel endroit?
Il fait encore la tournée de quelques festivals dans le monde. Faudrait que je m'informe. C'est notre partenaire de la compagnie Spirale là, qui est en charge de la diffusion. Mais notez ça, en tout cas, traverser. Si vous avez la chance de voir ce documentaire-là, c'est de toute beauté. Puis de voir l'interaction aussi entre les femmes, c'est vraiment génial. Dans un décor enchanteur, dans notre décor aussi, au nord de la province. Écoute, de l'autre côté de la pub, là, on va passer au segment collet avec Sylvain Bouchard. Alors, reste à l'écoute. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Sylvain, mon cher, donc 3 bières en dégustation aujourd'hui, en lien avec les rudiments de la bière. En fait, c'est des rudiments de la fabrication. De la bière, oui. Parce que c'est tellement populaire la bière, puis la microbrasserie, puis là, on est fou, puis il y en a partout, puis c'est donc bon. Puis c'est étonnant de voir comment les gens savent tellement pas ce qu'ils boivent. En fait, si je demande à n'importe qui c'est quoi du vin, pas de problème. Mais quand tu dis c'est quoi de la bière, déjà les gens savent pas c'est quoi les 4 ingrédients de base. Ils en oublient un. Ils savent pas qu'il y en a juste 4. Qu'est-ce qui fait quoi dans... C'est ça qu'on va faire ensemble là. En tout cas, il y a de l'eau. Ah ben oui, tiens, commençons avec ça. C'est souvent l'oublié, je pense. T'as raison. Souvent, l'eau est un des ingrédients oubliés, alors qu'il est à presque 95% l'ingrédient principal de la bière. Sinon, ça serait quoi, Caroline? Qu'est-ce que ça serait comme 4 ingrédients de base dans la bière? Bon, tu vois, j'ai triché un peu. Je dirais l'orge. L'orge, oui, qui fait partie d'une catégorie de ce qui est le deuxième ingrédient. Dans les faits, pour faire de la bière, ça prend de la céréale. Levure? La levure, qui est le micro-organisme. Et le 4e, c'est ce qui fait, Caro, que t'aimes tellement, je t'appelle Caro comme si on se connaissait. Caroline, c'est ce qui fait que t'aimes tellement les IPA, c'est? Je dirais, oui. J'ai un petit de l'aide du côté d'Alexis qui m'a... Vois-tu? Oui, alors, c'est d'autant plus intéressant. C'est pas bon. C'est d'autant plus intéressant que tu semblais hésiter à dire, oui, c'est sûr, c'est le houblon. Et pourtant, tu es fan de ce type de bière qui vient de cet ingrédient. Donc, c'est tout à fait approprié dans un début de balado de 12 épisodes de dire comment fabrique-t-on de la bière. Donc, on part de ça? Ben oui! Parfait. Puis les 3 bières que je vais vous présenter vont venir appuyer ce à quoi sert un ingrédient à chaque fois. Okay. Il y en a 4. Donc, vous aurez bien compris que l'eau, on va passer par-dessus. Ouais. Je vais en parler, mais on la goûtera pas. D'accord. Alors, en fait, c'est ça le but, on veut la goûter le moins possible. Oui, bien sûr. Quoiqu'il y a certaines brasseries commerciales qui visent plutôt le contraire, mais c'est un autre sujet. Pour fabriquer de la bière, j'aime dire que la bière, c'est comme le vin. La bière, c'est la même chose que le cidre, que l'hydromel. C'est un alcool. Dans le fait, c'est un liquide alcoolisé. Faisons tout de suite la différence entre les liquides alcoolisés dont je viens de parler, la bière, le vin, le cidre et l'hydromel, et les spiritueux. La vodka, le scotch ou le whisky, la grappa, le gin, qui est si populaire au Québec. Ce sont des spiritueux. Qui dit spiritueux dit un liquide qui a préalablement été fermenté, donc qui a produit de l'alcool, qui va être distillé. Donc, on va laisser évaporer l'alcool, qui est la première chose qui s'évapore dans un liquide quand il y en a, et on récupère cet alcool-là qui devient le spiritueux. Mais à la base, on avait besoin d'un produit alcoolisé. Et c'est là où le vin, le cidre, la bière et l'hydromel viennent en ligne de compte. Alors, pour faire les 4 produits alcoolisés dont je parle, on a besoin d'une base de sucre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'alcool dans le cidre? C'est le sucre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'alcool dans le vin? Dans l'hydromel et dans la bière, c'est le sucre. Là où la bière est différente des autres, c'est quelle est la source de ce sucre? Alors, si je vous pose la question tous les deux, quelle est la source du sucre dans le vin? Le raisin. Le raisin. C'est le raisin. Dans le cidre? La pomme. C'est le jus de pomme. Dans le miel? Le miel. Ah oui, ça va bien. Dans l'hydromel. Ah oui, c'est le miel. Ça va bien. Oui. Quelle est la source de sucre? Parce que la bière est comme les 3 autres, c'est un produit duquel j'ai besoin d'une base de sucre au départ. Dans la bière, le sucre, c'est pas un fruit. Non. Dans la bière, le sucre, c'est pas un sucre naturel comme le miel ou l'érable pourrait l'être. Dans la bière, la source du sucre, c'est de la céréale. La céréale, elle est sucrée. Toutes les céréales au monde sont sucrées. D'ailleurs,
Il suffit de penser aux Fruit Loops pour savoir que les céréales sont sucrées. J'allais le dire. Ah, merci. Ce qui fait des bières roses et des bières vertes. Trêve de plaisanterie. On a besoin d'une source de sucre et c'est le sucre, lors de la fermentation, qui sera transformé en alcool. Donc, à la base, pour faire un produit alcoolisé, on a besoin d'un jus sucré. Si je fais du vin, je prends des raisins, je les écrase, j'ai du jus sucré. De la pomme, j'écrase ma pomme, ça me fait du jus sucré, j'en ferai du cidre. Et l'hydromel, je prends du miel, je mets un peu d'eau dedans, j'ai également un jus sucré. Le problème avec la bière, c'est que la base de sucre, c'est de la céréale. Et la céréale, elle est... Qu'est-ce qui se passe si je l'écrase? Elle est sèche. Elle est sèche. J'ai pas d'un produit... C'est-à-dire, j'ai un sucre, mais qui est pas liquide. Alors, la première étape de la fabrication de la bière, quand on dit que le brasseur brasse dans une brasserie, il peut pas brasser de la bière, elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il brasse? Il brasse un mélange d'eau et de céréales. Et pendant, on va dire, 1h15, l'eau et la céréale mélangées ensemble, tranquillement, le sucre va devenir soluble, donc il va devenir liquide, il va sortir de l'écorce, il va sortir du grain de céréales, et tranquillement, le sucre va aller dans le liquide, le goût de la céréale va aller aussi dans l'eau, la coloration de la céréale va aller dans l'eau, et on va obtenir, au bout de 1h15, un liquide sucré. On appelle? C'est un nom, ça? Oui, c'est le mou. C'est le mou. M-O-U, accent circonflexe T. Alors, au départ, le brasseur a besoin d'une source de sucre, c'est la céréale. Tout à l'heure, Caroline te dit, il y a de l'orge. Dans les faits, on peut faire de la bière avec n'importe quelle céréale. Et c'est ce qui est intéressant. Partout sur la planète, vous qui êtes des explorateurs, le filon commun de l'humanité, c'est la bière. En Asie, en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, partout, ils ont toujours, depuis qu'ils sont en civilisation, l'homme a toujours bu une version quelconque d'une céréale fermentée. Et c'est ça qu'est la bière. C'est vraiment le liquide du peuple. Et d'ailleurs, pendant des années, le vin était le liquide des yeux. La bière, c'était la plèbe. C'était le petit liquide pour monsieur, madame, tout le monde. Et pourtant, c'est le lien commun de l'humanité, c'est la bière. Bon, c'est sûr que certains diront que je suis pas du tout objectif quand je dis ça, mais bon. Alors, on a besoin de céréales jusqu'à l'industrialisation. Chaque région du monde avait sa propre céréale. Donc, les Incas, les Mayas, les Aztèques, les indigènes d'Amérique du Nord faisaient de la bière à base de maïs. Les Vikings. Ouais. Et Skrull avec l'ancêtre de notre orge, de notre blé. Donc, c'était aussi des céréales. En Asie, bien sûr, le riz. En Afrique, le millet, le sorgho, le quinoa. Partout où il y a des céréales, on les transformait avec de l'eau de différentes manières. C'est sûr que ça ressemblait pas aux bières d'aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, c'était un produit liquide, sucré et fermenté. L'industrialisation a dit, ouais, mais attends, il y a des céréales plus efficaces que d'autres. Il y a des goûts de céréales qui sont meilleurs. Et tranquillement, on en est arrivé à dire que l'orge était de loin la meilleure céréale pour fabriquer la bière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, 99,9% des bières sont faites à base d'orge. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas ajouter d'autres céréales à la bière. Une blanche de Chambly, on va dire c'est une bière de blé. Ouais, mais dans une bière de blé, il y a rarement plus de 50% de blé. Il y a 50% d'orge. On va dire d'une bière noire, les stouts, qui sont, entre autres, Saint-Ambroise, fait un stout à l'avoine. Il y a 20% d'avoine dans un stout, mais il y a 80% d'orge. Donc, la céréale principale, c'est l'orge, et on peut ajouter d'autres céréales. Ce que ça va faire, dépendamment de la céréale qu'on utilise, c'est changer le goût. Comme chaque pain, dépendamment de la céréale qu'on a utilisée, va changer de goût. Un pita goûte pas le pain pumpernickel, goûte pas le pain de seigle, goûte pas une tortilla. La bière, dépendamment de ça, c'est le temps. Là, tu viens de me montrer du temps. C'est ce que j'ai découlé ou c'est ce qui me reste? C'est ce qui te reste. Ça va super bien. Donc. Mais tu sais que je passe cheval là-dessus. Ça va bien. Alors, la céréale qu'on a commencé à utiliser, c'est l'orge. Et dépendamment de ce qu'on ajoute comme autre céréale, on va changer le goût de la bière. Dernière chose, l'orge, on peut pas l'utiliser directement qui sort du champ. Et tantôt, je t'ai dit, quand tu m'as nommé orge, j'ai dit, ouais, ça fait partie d'un groupe qu'on appelle la céréale. Et souvent, ce que les gens vont répondre, c'est que dans la bière, il y a du malt. Mais qu'est-ce que le malt? Le malt, c'est n'importe quelle céréale qui a subi une transformation. Le malt ne se cueille pas, le malt ne se cultive pas, le malt se fabrique. À base de n'importe quelle céréale qu'on va faire germer, on crée du malt. Donc, l'orge germée devient du malt. Et la dernière étape, le malt doit être séché
et on va en le séchant, on peut aussi le cuire. Et dépendamment de la cuisson qu'on va opérer sur le malt, donc la céréale germée, ben on va changer la couleur du malt. Donc, si je le cuis un peu pas longtemps, mon orge malté reste pâle. Si je le cuis un peu comment, plus, excuse-moi, mais dans les faits, c'est une torréfaction, un peu c'est comme un la café. torréfaction. Tu sais, je voulais pas ambitionner sur mon temps, là, mais c'est ça. C'est la torréfaction. Non, mais c'est important Non, mais t'as de tellement préciser. raison. Souvent, les gens associent torréfaction à brûler, Ouais. comme la fève de cacao ou de café, mais on peut aussi torréfier plus légèrement. Alors, dépendamment du temps, et d'ailleurs, l'appareil qu'on utilise, c'est une touraille, et la personne qui fait ce travail-là est un torréfacteur. Donc, le torréfacteur va griller le grain. S'il grille peu longtemps, le grain reste pâle. Ben, c'est ce qui va faire une bière blonde. Si je grille mon grain un peu plus longtemps, ben il va foncer un peu plus comme un grain de café. À ce moment-là, ben je vais aller avec ma bière va être un petit peu plus foncée. Alors on va tomber dans une ambrée. Je vais continuer à cuire mon grain, il va prendre beaucoup plus de coloration, on va tomber dans une bière rousse. Je peux aller jusqu'à presque brûler mon grain, je vais être dans une bière brune et je vais carrément brûler ma céréale et là je vais être dans une bière noire. Donc la couleur de la bière, Ça provient de la torréfaction. ça devient de la torréfaction du malt, qui est la céréale qui a été transformée pour pouvoir la mettre en bière. En même temps, j'ai dit que c'est une certaine partie du malt qui est coloré, mais il y a toujours une immense quantité de malt que de base. Et on va mettre une petite quantité de malt caramélisé pour faire une bière rousse. On va mettre une petite quantité, 5-10% d'un malt torréfié pour faire une noire qui pourtant goûte le café. Ça en prend pas tant que ça, là. Non, ça en prend pas beaucoup. C'est quelques pourcentages. La base, c'est toujours beaucoup de céréales qui va donner du sucre, qui va faire de l'alcool, mais pas de goût. On va mettre ce qu'on appelle les maltes spéciaux qu'on va ajouter aux maltes de base qui seront pas là pour donner de l'alcool, mais qui vont vraiment être là pour donner de la couleur, du goût, de la texture. Le malt, dans les faits, dans la bière, ben on va commencer la première bière avec à quoi sert le malt dans la bière. Donc, vous allez voir, la bière que je vous sers, c'est une bière rousse. Pourquoi? Ben parce qu'on le voit tout de suite. La première chose qu'on voit dans une rousse, c'est sa couleur rousse. Et d'où vient la couleur de la bière? Du malt. Ouais. De la torréfaction et de la façon dont on aura cuit la céréale, dans l'occurrence ici de l'orge maltée. Alors, je t'invite à te servir. Merci. Alors, vous allez voir la première chose, hein, on prend le verre par le pied, on va voir une super belle couleur. Eh bien, elle est rousse. Donc, vous savez que là-dedans, il y a un malt qu'on appelle un malt caramel. Il y en a plusieurs sortes. Ici, c'est une bière qu'on appelle une bitter, qui est faite par la microbrasserie La Voie Maltée du Lac-Saint-Jean. La bière s'appelle l'Ambigu. Pour moi, c'est une des meilleures bitters au Québec. Ce qu'on aime d'une bitter, qui est un style de bière anglais, on aime que le grain soit franc. Il doit avoir une certaine amertume, mais c'est pas ça qu'on met de l'avant dans une bitter. Dans une bitter, c'est la céréale. Alors, Wow. avant d'écouter, sentez votre bière. OK. Qu'est-ce que ça sent? Toutes les réponses sont bonnes. Ben, tu parlais de caramel. Moi, Ça je sent sens le C'est caramel. bon. Et c'est pour ça que c'est intéressant. La céréale fait pas que donner l'alcool ou le sucre qui fait l'alcool. Elle va servir, entre autres, à donner la coloration. On le voit bien, la bière, elle est, c'est pas une rousse, c'est presque une ambrée rousse pâle. C'est le malt caramel qui fait ça. Mais tout de suite, au nez, on l'a. Alors, ça sent le caramel. Ça sent la caramel. Ouais, Ça l'amande, sent- Oui, oui. le Ben, caramel. la caramel qui est peut-être un petit, c'est peut-être, oui, effectivement, sans le côté chocolaté. Quoique la caramel, certaines langues sales diraient, y a-tu vraiment du chocolat là-dedans? Mais ça, c'est un autre débat. C'est ça, mais passe à autre chose. Je faisais D'accord. juste une blague. Une mauvaise Mais blague. tu vois, j'aurais pu t'amener une bière noire. Tu aurais dit, hey, noire, tu l'aurais senti. Hein, ça Ouais. sent le café. Et pourtant, il n'y a pas de café dedans. C'est vrai. C'est cerveau, le hein. malt grillé qui se met à avoir un nez et un goût de café, mais il n'y a pas de café. Alors ici, le malt utilisé, qui est un malt caramel, je connais pas la recette de l'ambigu de la Voie Maltée. Ça peut être un malt cara, qu'on avait un caramalt, ça peut être un malt Munich, ça peut être un malt cristal, ça peut être un malt viennois. Ces différents malts qui sont des malts dits caramélisé. Et alors, on le voit bien ici, la couleur, c'est la céréale, l'alcool, c'est la céréale, le nez de caramel, c'est la céréale. Si vous goûtez maintenant la bière, ce qui est déjà fait, mais en y pensant un peu, vous allez vous attarder sur vos saveurs de base. Est-ce que votre bière, de prime abord, elle est sucrée, salée, acide ou amère? Je dirais un peu sucré, hein? Ben, godon, oui. C'est ça l'affaire. Elle est rousse, elle sent le caramel, Ouais. elle doit être sucrée. C'est le malt qui donne la couleur, qui donne le nez et qui donne le goût. Mais elle Donc, n'est pas l'autre pour autant. Non, là, elle est dans pas le là sens- pour non, autant. tu sais, elle reste Et légère. ça, c'est intéressant parce que si on recule il y a 25-30 ans, les gens ne boivent que de la bière blonde. Quand les microbrasseries arrivent, c'est nouveau d'essayer des nouvelles couleurs. Et ce qui faisait que la bière était wild et bizarre, c'est qu'elle était de couleur. Puis les mondes pensaient que c'était lourd parce que souvent, les gens n'aimaient même pas la bière blonde. Puis là, ils se Il y avait disaient, le Porter imagine, Champlain dans ben, ce le temps-là, à peu porter, près, c'était ça. la référence. Ouais. Et pourtant, les gens associaient la couleur à l'opacité. C'est pas parce qu'elle est plus foncée qu'elle est nécessairement plus lourde. Alors, l'impression, c'est qu'une rousse va être plus lourde qu'une blonde. Pas du tout. Ça a pas, même si la céréale, c'est ce qui donne la texture et qui éventuellement pourrait donner une certaine lourdeur, c'est pas
pas un lien direct. L'autre chose qu'on va voir dans cette bière-là, on sent que le goût qui est dominant, c'est le caramel. Dans le fait, il n'y a pas de caramel, mais encore une fois, c'est le malt caramélisé. Et oui, une amertume, mais qui est très secondaire. Ça marche-tu? OK, j'ai pris mon eau, j'ai pris mon grain, je mélange ça ensemble. Dans ce cas-ci, je décide de faire une rousse. Je vais m'assurer que mon sucre est sorti, il est dans l'eau, je vais m'en affaire. Ouais. Je vais filtrer le tout. Je vais me séparer, je vais me débarrasser des céréales dont je n'ai plus besoin, car elles m'ont donné leur sucre, leur goût et leur coloration. Je vais récupérer le mou, qui est que le jus sucré. Et là, je vais le mettre dans une bouilloire. C'est vraiment comme ça qu'on appelle, en anglais, le boiling tank ou la bouilloire. Et là, je monte la température en haut de 100 degrés et je vais aromatiser le jus sucré avec un aromate qui est commun à 100% des bières. Si cet ingrédient-là n'est pas dedans, ça ne s'appelle pas une bière et c'est le houblon. Le houblon n'existait pas il y a 10 000 ans. Il y a 8000 ans, lorsque les bières ont commencé à être un peu plus populaires, il n'y avait pas de houblon. On mettait n'importe quel aromate. Okay. Et il y a à peu près 1000 ans, en Allemagne, une prêtresse du nom de Hildegard, elle habitait Brinden. Donc, Hildegard de Brinden, Hildegard, qui est un excellent pub à Montréal, qui est un clin d'œil à Hildegard de Brinden. Elle a été la première, comme elle était une prêtresse et qu'elle connaissait les herbes, à utiliser du houblon comme un des aromates dans la bière. Et pour des raisons X, le houblon est devenu l'aromate de la bière. Alors, le houblon, c'est une plante verte. Ce n'est pas une céréale. C'est une plante verte qui pousse, qui est un cannabinacé. Ben oui, plant mâle, plant femelle, feuille et cocotte. Et comme avec le pot, la feuille a peu d'intérêt. Donc, on utilise la cocotte. Et c'est la cocotte de houblon qu'on va mettre dans la bouilloire. Et comme c'est je vais dire une fleur, c'est pas vraiment une fleur, mais c'est une cocotte verte, ben quand c'est vert, c'est amer. Donc, la cocotte va bouillir pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, et elle va libérer son amertume. Plus la cocotte est là longtemps, plus la bière va être amère. Donc, le houblon va libérer l'amertume, mais le houblon, c'est également l'arôme de la bière. Une bière, ça sent la bière. Pourquoi? C'est de l'eau. Et pourtant, ça sent pas l'eau. C'est la céréale, puis la céréale, à part, ça sent pas grand-chose. Mais pourtant, la bière sent toujours la bière. C'est le houblon qu'on sent. Donc, le houblon, c'est le houblon, j'aime dire que c'est les épices de la sauce à spaghetti, finalement. C'est ce qui donne l'arôme et une partie du goût. Alors, le houblon, on le met dans la bière, et là, il y a 2 fonctions. Aromatique et amérisant. Et ce qui est intéressant, il y a des nouvelles variétés de houblon qui sont arrivées sur le marché il y a un peu plus de 20 ans et qui continuent à arriver. Les premières microbrasseries qui arrivent au Québec, il y a à peu près 6 ou 7 houblons de disponibles sur le marché. En ce moment, un microbrasseur a accès à plus de 250 variétés de houblon. Alors, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se diversifier et c'est pour ça que tout d'un coup, le monde fait « Hey, wow, c'est bien bon la microbrasserie! » Oui, parce que les houblons ont amené une nouvelle dynamique grâce à tout l'aspect aromatique que les houblons amènent. Alors, pour vous exposer ce qu'est le houblon dans la bière, je vous ai amené une bière ici qui vient de la brasserie Gallicus. La bière, c'est une West Coast IPA. Ça veut dire que c'est une IPA, il y a plusieurs déclinaisons de IPA, mais dans ce cas-ci, c'est une IPA qui est beaucoup plus portée sur des saveurs et des nez d'agrumes et non pas de fruits tropicaux comme dans les New England IPA. Ouais. Et on a une amertume qui est beaucoup plus franche, alors que dans les New England IPA, l'amertume est souvent très, très bas. Et ce qui est intéressant des West Coast, c'est que le houblon donne un côté résineux à la bière, ce qu'on n'a pas dans les New England IPA. Dans les 2 cas, le nez d'agrumes, le nez d'orange, aussi. Au nez, c'est là, c'est clair. Ici, il est rare que les gens vont dire dans une West Coast que ça tend à la papaye et le fruit de la passion. Ce sont d'autres types de houblons qui vont amener Quand vous pensez qu'il y a du jus de fruits tropical dans votre bière, là, il n'y en a pas. Ce sont vraiment les houblons qui amènent ces nez et ces goûts de fruits-là. En Nouvelle-Zélande, il y a un houblon qui s'appelle le Nelson Sauvin, qui était très populaire il y a une dizaine d'années. Les yeux fermés, tu sens ta bière, tu as l'impression que c'est un Sauvignon blanc. Oh, wow. Et pourtant, c'est un houblon qui est une plante verte. Alors ici, on le voit bien avec la bière Perception West Coast IPA de Gallicus. On sent... Qu'est-ce que vous sentez? Ah, c'est frais. Ça sent frais? Ben oui, les agrumes, le citron, le Sunlight sent frais, c'est le citron. Et laverais mon linge avec ça. Ben, c'est ça, hein? Et une autre chose qui est intéressante avec les West Coast IPA et certains houblons, on va avoir non seulement une amertume, mais un petit côté résineux. J'ai l'impression que, tu sais, la gomme de sapin, un conifère, du pin, P-I-N, on sent ce petit côté résineux-là qui vient du houblon. Donc, le houblon dans la bière, c'est un aromate. On pourrait très bien faire de la bière sans houblon. Non, s'il n'y a pas de houblon, ça s'appelle pas de la bière. Mais on aurait un produit fermenté, alcoolisé, à base de céréales.
le houblon. Alors, j'ai fait mon jus sucré en mélangeant l'eau, la céréale. Je l'ai aromatisé avec une ébullition avec du houblon. Si on fait des bières belges comme Unibrou, c'est à cette étape-là qu'on va mettre les herbes, des épices, des fleurs, des fruits. La plupart des bières de fruits, c'est lors de l'ébullition où on va incorporer le fruit à l'intérieur. Au bout du processus, je vais filtrer le tout pour retirer les houblons, les fruits, les épices. J'ai donc un liquide sucré, aromatisé. Et là, je vais mettre en contact le 4e ingrédient qui s'appelle la levure. Oui. Et la levure, elle, c'est un micro-organisme vivant. Elle va sauter dans le jus sucré. On va les mettre dans un milieu conditionné, très surveillé, qu'on appelle un fermenteur. Et la levure, pendant X nombre de jours, va aller manger les molécules de sucre. À chaque fois que la levure elle voit une molécule de sucre, elle la mange, elle la décompose. Oui, elle fait 4 molécules. 2 de gaz, 2 d'alcool. Et c'est ce qu'on appelle la fermentation. C'est quoi la fermentation? C'est la transformation d'un sucre en alcool et en gaz. Une molécule de sucre devient 2 gaz, 2 alcools. Alors, pendant X nombre de jours, la levure va absorber tout le sucre, le transformer en alcool et en gaz. Au bout du processus, dépendamment du style de bière, de la famille de bière, ça peut prendre 4-5 jours jusqu'à 3 semaines. La fermentation, mettons 10 jours, la fermentation est terminée. Et là, on n'a pas une bière. On a ce qu'on appelle une bière verte. Il manque un élément. J'ai un liquide alcoolisé, aromatisé, plat. Il faut rendre le produit gazeux. Le vin est plat. L'hydromel est plat. La plupart des cidres sont plats. La bière, depuis plus de 250 ans, grâce entre autres aux moines, elle est pétillante. Alors, comment on fait pour mettre la bulle dans la bière? Il y a 2 méthodes. 99,9% des bières sur la planète, on ajoute le gaz. Les microbrasseries, c'est ce qu'ils font. Nommez-moi les microbrasseries les plus proches de chez vous. 9 bières sur 10, qu'elles produisent, ces brasseries-là, elles ajoutent le gaz dans la bière. Facile, on ouvre une bonbonne, on injecte dans la tuyauterie, alors que la bière se dirige vers la canette ou la bouteille, on incorpore le gaz carbonique. Au moment où elle est dans le contenant, elle est prête à boire, on la boit, elle est bonne, elle est fraîche. Il y a une autre méthode qui a été inventée justement pas inventée, mais développée par les moines belges et français. Je suis curieux. Qui est la méthode champenoise, Dom Pérignon, nord de la France. Wow. Il a pris la technique du champagne, mais comme il est au nord de la France, c'est-à-dire lui, Dom Pérignon, il est au nord de la France et le raisin, c'est du raisin blanc, fait qu'il fait un vin blanc. Et avec d'autres personnes, il n'a pas développé la technique, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait l'améliorer. On a laissé refermenter une 2e fois le vin en ajoutant un peu de sucre. Et donc, la levure, qui était encore présente dans la bouteille, se remettait à fermenter une 2e fois. Et qui dit fermentation, dit production d'alcool et de gaz. Et tout d'un coup, les vins plats devenaient des vins gazeux. Et il a développé la technique. Les moines du nord de la France, où il n'y a vraiment pas de raisin, mais qu'il y a beaucoup de céréales, et les moines belges ont utilisé la technique et ont développé les bières refermentées en bouteilles qui sont devenues les premières bières pétillantes au monde dans des bouteilles. Avant, c'était dans des tonneaux ou dans des petits casques ou dans des amphores. Eh bien, Unibrou, en 92, oui, il y a déjà des microbrasseries, mais elles font toutes comme les autres. Elles ajoutent le gaz dans la bière. Unibrou, comme les grandes bières belges, a dit non, on va le faire de façon naturelle. Et Unibrou était la première brasserie à dire, nous, on va faire refermenter nos bières. Et c'est pour ça que quand on achète la grosse bouteille d'Unibrou, c'est comme une bouteille de champagne. C'est une méthode de conditionnement, donc d'ajout de gaz, comme le champagne, et c'est pour ça qu'il y a un muselet pour vraiment tenir le bouchon, sinon ça explose. C'est la seule façon, ça. Avec l'avènement de la canette, on peut plus faire ça. Je suis content que tu m'en parles. Pourquoi? Parce que les canettes aujourd'hui ne supportent pas beaucoup de pression. Et qui dit méthode champenoise, le champagne est très pétillant, il y a beaucoup de pression dedans. Ça allait bien avec la bouteille, mais les canettes ne supportent pas cette pression-là. Le dessus de la canette va exploser ou la canette va carrément bomber et exploser. Unibrou, on pense qu'on est la première microbrasserie au monde. Dans les faits, on est probablement la dernière à avoir sorti de la canette. On a sorti nos canettes il y a moins de 2 ans parce qu'on se disait, nos bières, on est les seuls à les faire refermenter et en bouteille et en fût. Mais si on fait de la canette, on veut pas changer le goût parce que ce n'est pas que de la bulle, ça a beaucoup d'autres incidences. Et on a travaillé pendant plus d'1 an et Jerry Vietz, notre brasseur, est arrivé avec Blanche de Chambly Fin du Monde en canette refermentée. Et les experts disent qu'il y a à peu près ou pas du tout de différence entre Sérieux? La refermentation en bouteille et en canne. Et on le dit partout.
Après 30 ans, on innove encore et on a sorti probablement la première bière, et non pas la première bière refermentée. Il y en a de la refermentée, mais c'est souvent des bières en canette, oui, mais c'est souvent des bières anglaises. Et les bières anglaises sont très peu gazeuses. Une Guinness, là, il n'y a pas de gaz là-dedans. Vrai. La Newcastle, il n'y a pas de gaz là-dedans. Alors souvent, les microbrasseries vont prendre des bières vieillies dans des barriques, très peu gazeuses, et elles les refermentent. Mais nous, on parle de bières qui sont plus pétillantes que le champagne. Wow. Et c'est là où on a réussi à atteindre quelque chose de vraiment intéressant. Et bien voilà, pour exprimer, puis je vous laisse là-dessus. Ça vous tente de goûter la bière canadienne la plus médaillée, qui se retrouve en canette, qui utilise la refermentation, dans laquelle vous allez voir tout le plaisir de la levure. Alors, qu'est-ce que fait la levure? Non seulement elle transforme la bière, c'est-à-dire le sucre de la bière, en alcool et en gaz, mais elle sert aussi, dans le cas d'Unibroue, à amener l'effervescence. La fin du monde. C'est la fin du monde, merci. Alors, si vous la sentez, les gens vont dire « Ah, ça sent la blanche. » Non, ça sent la levure belge. Quand vous avez ce nez-là, les gens associent ça à bière blanche, oui, parce que les bières blanches belges ont la même levure qui est une levure belge. Alors, le nez des levures belges, c'est un peu phénolique, ça sent le girofle. C'est un peu poivré, c'est un peu épicé. Qui plus est, on en a ajouté dans la bière des épices, mais vous avez bien ici le nez typique d'une levure belge. Si vous goûtez la bière, vous allez voir, super intéressant, la texture. Quand c'est refermenté, c'est du velours. Ça gonfle en bouche et ça reste rond. N'importe quel produit pétillant va devenir plat. Ça pétille au contact en bouche, mais ça redevient plat. Ici, la texture reste ample, soyeuse, du velours. Et voilà, on vient en à peine plus de 15 minutes se fabriquer de la bière au céréales, houblon, levure. Hey, génial! C'est le fun, hein? Hey, moi, là, c'est trippant. Hein, Caro? Ça finit bien avec cette douceur dans la bouche, puis c'est aussi vraiment frais, fait que ça fait vraiment du bien. Fantastique. Puis là, c'est d'autant plus intéressant que côte à côte, t'as les deux. La fin du monde et ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai, là. Alors, tu vois, tout à l'heure, je te disais, tu vas retrouver dans ce n'est pas la fin du monde une partie du goût de la fin du monde, oui, les levures. Je comprends bien, mais là, tu viens d'avoir en plus les houblons qui amènent l'amertume et tout le reste. Et là, les gens qui sont partis vers toutes sortes de IPA un peu partout, qui avaient commencé leur histoire d'amour avec la bière, avec Unibroue, avec la fin du monde, entre autres, la maudite, qui avait mis ça de côté, je pense que vous pouvez y revenir. Ah, définitivement, ne serait-ce que pour découvrir ces bières-là 25 ans plus tard, alors que vos palais ont beaucoup évolué. Souvent, les gens me disent « Ah, Unibroue, ça goûte plus comme avant. La bière, elle goûte plus comme avant. » Je fais « Non, le café goûte plus comme avant. » Moi, je me souviens, mon premier expresso, là, je mettais 2 crèmes, 2 laits, 2 sucres. À cette heure, j'en mets plus. Le café goûte plus comme avant. Non, c'est moi, comme buveur, qui a tellement bu autre chose. Donc, tu as raison. Redécouvrir ces produits-là et surtout d'apprécier le talent, le savoir-faire de cette gang-là de Chambly qui ont réussi à faire ce qu'on croit être un exploit très, très novateur dans le milieu de la bière. Génial. Merci, mon cher. Un plaisir. Caroline, on revient à tes expéditions. Donc, après Kamanic, 2018, Électron. On passe rapidement là, pour que les gens comprennent. Tu as suivi une ligne hydroélectrique. Rappelle-moi, là... Bon, la ligne, en fait, le concept, c'était de dire, OK, qu'est-ce que le chemin de l'électricité au Québec? Moi, je le connaissais pas. Puis ça a été important vraiment pour moi de le découvrir. Donc, on est parti du bout des lignes, donc de Natashquan. Oui. Puis le but, c'était de se rendre jusqu'à Montréal pour que les gens comprennent un peu d'où ça provenait, tout ça, tu sais, puis... ça n'a pas été facile quand même, là. Je veux pas m'étirer sur Électron parce qu'on a beaucoup d'autres choses à parler, mais t'étais seul, faut le dire. Ouais. Et donc, t'as vécu quand même... qu'est-ce que tu retiens de cette expédition-là particulièrement? C'était une des premières aventures, justement, où je voyais la puissance des éléments qu'on avait au Québec, les hivers rigoureux. Je suis partie à la fin de l'hiver c'était, oui, OK, un peu moins pire que Expo Antarctique, mais le fait que je devais gérer moi-même tout ça, toute seule sur le terrain, ça a été complexe, puis j'ai adoré le fait de pouvoir me rendre d'une ville à l'autre. Puis c'était vraiment un petit périple québécois où j'en ai vraiment appris sur plein de villages là, que je connaissais pas. Mais... je suis arrivée à Montréal, puis ça m'a pris quelques mois à m'en remettre. Ouais. Oui. Alors, c'est les dessous des expéditions. Et c'est vraiment drôle parce que au moment où tu le faisais, j'avais entendu parler de ton expé et je suis passé peu de temps après toi, pas dans les mêmes conditions, on s'entend, à Havre-Saint-Pierre. J'ai un ami qui était là. Je disais, hey, t'as entendu parler de la fille qui... Puis là, il était fasciné et lui, il était très proche des Autochtones. Puis on se disait, ça doit être quelque chose de le faire à l'inverse. Là. Tout le monde descend
c'est à la Côte-Nord. Toi, t'es parti de la Côte-Nord pour monter à Montréal. Mais les rivières, là, t'en as traversé combien? Puis c'est large en tabarouette, là. Les rivières, ça a été le plus gros enjeu de l'expédition. Ben, c'est ça. Ça a été complexe parce que on passe d'un équipement où on se promène en ski avec un traîneau. Ensuite, c'est le printemps, donc les conditions changent. Je suis arrivée au mois de juin, je suis partie en mars. Donc, les rivières, à un certain moment, ça a été vraiment l'enjeu de tout ça. Et moi, de devoir un peu trouver des manières de traverser les rivières qui étaient vraiment froides, puis tout ça, ça m'a amené à me demander si c'était possible de continuer. Puis j'ai eu beaucoup d'aide de l'équipe là, à ce niveau-là, ouais, définitivement. Ouais, c'est ça, parce que tu avais quand même du soutien, ouais. Faut le dire, ça s'organise. Ouais. C'est beaucoup de logistique, hein, ce genre d'expédition-là. Ensuite, t'enfiles 2019 Sea and Ice. Rapidement, c'est quoi? C'est une expédition où j'ai fait une traversée d'un endroit qui était à la même place que Expo Antarctique. Donc, c'est là où j'ai vraiment pu voir... Au même endroit, donc, avec une couple d'années, là. Oui, exactement. J'ai fait Expo Antarctique en 2014. En 2019, c'était 5 ans plus tard. Donc, c'est des clients qui voulaient que je filme leur expédition. Pour moi, c'était intéressant là, de pouvoir les suivre là-dedans. Mais c'est là où j'ai découvert que ça a changé un peu à travers les années. L'Antarctique, c'est un endroit qui a pris un peu de popularité durant les dernières années. Puis déjà en 2014 et 2019, je voyais vraiment l'impact des gros navires qui arrivaient sur les berges. Et là, il y avait des petits navires là, qui allaient se promener, voir les pingouins puis tout ça. Il y avait vraiment beaucoup plus d'activités. Je me suis dit que parce que c'est le un climat, endroit l'adoucissement du climat rend plus accessible l'endroit. Je dirais que peut-être que la popularité des glaciers en ce moment, on s'entend que les hommes, on est vraiment attirés par tout ce qui disparaît dans un sens, à certains moments. Puis les glaciers en ce moment, je pense qu'il va y avoir plus de popularité parce que c'est très prisé, ça s'en va. On a l'impression qu'ils disparaissent. On veut les voir de visu, ouais. Donc, il y a peut-être plus d'intérêt vers ces milieux-là. Puis c'est encore une raison pour laquelle je vais essayer de les protéger. 2020, tu as fait, je lisais ça sur ton curriculum, Montréal-Banff à vélo en 30 jours, mais avec un vélo à pignon fixe. Tu sais, Sylvain, les vélos que les livreurs de courrier... Non, une seule vitesse, merci, bonsoir. Ouais, ça n'a pas dû être facile quand même. C'était un bon défi. C'est un vélo qui m'appartenait depuis longtemps, mon premier vélo. Je travaillais chez Louis Garneau. Dans le temps, j'avais rencontré un ami là-bas, puis il m'avait montré c'était quoi le vélo à pignon fixe. Et j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ça pendant plusieurs années et j'ai essayé de traverser le Canada avec ça parce que je me disais qu'on n'a pas besoin nécessairement du meilleur équipement pour aller au bout de nos rêves. On peut le faire avec n'importe quoi. Puis ça m'a amené à me rendre à Banff en 31 jours avec 120 km par jour. Donc bon, on s'entend, c'est pas une super performance, mais pour nous, ça comptait. Puis j'étais avec deux autres amis, il y en a un qui habitait là-bas, donc lui il rejoignait la maison. Puis moi, j'avais une rencontre à Banff. Je me suis dit, je prends pas l'avion, je m'en vais là-bas directement en vélo à pignon fixe. Écoute, ça peut pas avoir plus écolo que ça. Même année, 11 jours en kayak, donc en Norvège, dans les fjords. Ouais, tu sais, les fjords de Norvège, c'est quelque chose parce qu'on peut voir toutes sortes d'espèces de faune marine et les fjords sont, on pense que ça va être des fjords qui vont être noirs, tout ça, mais on arrive dans des eaux qui sont presque comme les Caraïbes. Oui? C'est des eaux dans le coin de Tromsø où j'habite ou dans les Lofoten. Un endroit où c'est paradisiaque. Et là, un peu comme à Bonaventure, dans la rivière. Oui, la plupart des rivières au Québec, elle est pas brune, mais on voit qu'il y a comme des reflets bruns, alors que Bonaventure, c'est turquoise, c'est cristallin, c'est un peu ça. Exactement. Wow. C'est pour ça, je pense qu'on l'aime beaucoup, cette rivière-ci, si on y fait attention. Et c'est un peu le même cas avec les fjords là-bas. Il y a beaucoup, par contre, d'endroits où... il y a des poissons qui sont pêchés dans des
des espèces de clôtures de sécurité dans l'eau. Donc, ça m'a surprise à quel point il y avait beaucoup de pêcheries comme ça. Mais l'aventure a été fantastique parce que c'était en novembre et là-bas, la clarté diminue au fil des mois. Il faisait assez sombre à la fin puis c'était tellement humide. Moi, je suis pas une fille qui fait beaucoup de kayak, donc ça a été intéressant de me rendre jusqu'au bout de cette aventure-là. Alors, tu les enfiles, ces aventures. Une des grandes que tu as réalisées, c'est l'an dernier, hein, Polar Shadows. Là, tu as traversé en compagnie de l'explorateur polaire Vincent Colliard, qui est ton conjoint. Ouais, mon maintenant. mari. On ne cachera pas. L'archipel de Svalbard. Ça, c'est dans le cercle polaire arctique. Et là, vous avez fait ça dans la nuit polaire pendant 63 jours en autonomie complète. Là, c'est le genre d'affaire qui me dépasse quand même. C'est quelque chose, c'est assez incroyable. Là, on est parti sur le terrain là-bas. Attends une minute, avant de partir. Là, ouais. Ça vient d'où, ça? En fait, Vincent connaissait... C'est quoi l'idée? Vincent connaissait le Svalbard. Moi ici, je pense au Québec, la majorité des gens, on connaît pas beaucoup le Svalbard. En fait, c'est situé dans l'Arctique, juste en haut de la Norvège. Puis, j'avais jamais entendu parler de tout ça. C'est pas vraiment accessible. Il faut passer, nous, du Canada à Francfort, de Francfort à Oslo, ensuite se déplacer. Donc, il y a beaucoup de déplacements pour se rendre au Svalbard. C'est un archipel où il y a environ 2500 hommes et 3500 ours polaires. C'est là où se trouve une collection de graines qui sont collectées dans le but de les garder. Oui. Je sais pas si vous en avez déjà entendu. Absolument, oui. J'ai vu ça dans la montagne, l'espèce de... C'est vraiment à l'intérieur d'une montagne. C'est protégé. C'est l'endroit le plus sécure pour les préserver. Donc, en cas où il y aurait un immense événement qui bouleverserait tout ce qui se passe sur la planète, on aurait des échantillons de presque toutes les graines sur la planète. Et je me retrouve à cet endroit-là que je connais pas du tout, on s'entend. Un endroit où il y a une ville qui s'appelle Longyearbyen, qui est magnifique. Et on arrive en janvier là-bas. C'est tout noir, c'est la noirceur arctique. Et je sais que je vais partir dans quelques jours sur un terrain immense pendant environ 2 mois. Et là, tirer 2 mois de nourriture, j'avais jamais fait ça. Déjà, 1 mois, c'est quelque chose. Là, on s'entend tirer tout ce qu'on mange dans une journée, ici à Montréal, par exemple, c'est déjà beaucoup. Mais quand on met tout ça ensemble et on se dit, OK, on mange presque le triple là, en expédition à cause du froid et tout ça, je me suis dit, est-ce qu'on veut vraiment y arriver? Donc, ça m'a poussé à mes limites un peu, là. Une chance que Vincent était aussi... et là, vous en avez tiré un film de aussi. Oui. Là, il va être présenté à Évasion. Je pense que c'est bientôt, là. Oui, dans les prochains jours. Ouais. Donc, en novembre, là, ça va être sur les ondes d'Évasion, là, le vendredi, je pense, en soirée. Regardez votre grille télé. Ça vaut la peine vraiment, là encore, de belles images. Puis justement, la visite d'ours, tu te déplaces pas sans ton fusil. Hein. Ouais. Non. Ça prend le dernier glacier. Ouais. Donc, grosse aventure. Qu'est-ce que tu en as tiré de plus important, tu dirais, de celle-là? La collaboration, le fait d'être vraiment investi, 2 personnes dans un projet qui nous dépasse totalement, nous a amené à être plus solidaires un peu l'un envers l'autre, à se connaître davantage. Puis, tu sais, Vincent m'a dit qu'il voulait me faire une demande de mariage à la fin de l'expédition ou environ à la moitié de l'expédition. Si vous alliez survivre. Ben ouais, c'est ça. On était tellement en mode survie que c'est pas arrivé. On pensait pas au jour d'après. On était vraiment dans le moment présent. Wow. Et c'est rare, là, dans une vie qu'on peut penser comme ça, à se dire... OK, il faut que je me rende au lendemain, tu sais. Et ça a été un grand apprentissage pour moi d'espérer ou d'avoir confiance au lendemain, à se dire que j'avais pas vécu le pire encore et que j'allais pouvoir faire quelques pas de plus pour continuer. Puis chaque matin, quand je me réveillais, j'avais envie de continuer. Donc, c'est sûr qu'il arrive des grandes péripéties là en aventure, mais d'aller de l'avant là.
c'est ce que je retiens de tout ça, c'est sûr. Sur 63 jours, à quel jour tu as commencé à penser que la bière te manquait? On avait fait une Parce que tu rêves à toutes sortes de choses, hein? Ouais. Au niveau de la bouffe, au niveau de trucs que tu auras envie de boire, c'est clair, là. Il faut trouver quelques petits moyens de s'évader un peu. Ah oui, t'avais amené un petit poulet rôti dans tes bagages, c'est quoi, je veux dire? Non. Il fallait à un moment donné décrocher, que ce soit juste pour avoir un moment où on relaxe. C'est tellement rare. On est toujours en train de travailler pour réussir à survivre, comme par exemple nettoyer nos vêtements, enlever la glace, monter la tente. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Ensuite, c'est faire les communications. Après, c'est, par exemple, travailler en tant que tirer son traîneau puis tout ça dans la journée. Donc, un petit moment là, de répit, ça peut être d'amener, je sais pas moi, une petite gorgée d'une boisson qu'on aime. Et on avait pris, je pense, là-bas, c'était une boisson norvégienne très forte. Puis ça, on en a gardé là pour une bonne partie de l'expédition. Puis c'était bon d'arriver puis de se sentir chez soi dans notre toute petite tente qui, au final, pour nous, c'était une grande maison. C'était là où on se sentait en sécurité puis tout ça. C'est le refuge. Puis, exactement. Avoir un bon repas là-bas, c'était 1 à 2 heures où là, je me sentais, enfin, je peux penser à autre chose. Je peux me ramener à la maison quand je mange, par exemple, un pâté chinois là, chez ma mère. J'avais envie de me rappeler tout ça avec un petit verre de vin. Là. Des fois, c'est drôle que tu parles de pâté chinois parce que je regarde ici sur mon mur, là, j'ai Sylvie Fréchette qui me disait justement, elle, en expédition, en montagne, entre autres sur Everest, c'était d'avoir justement de la purée de pommes de terre. Tu sais. C'est vrai, c'est tellement quelque chose rassurant. de réconfortant. Ouais. Puis ça me prenait quelque chose. Puis au final, malgré tout ça, malgré quelques endroits sur le terrain qui étaient totalement découverts de neige ou d'autres endroits qui étaient vraiment glacés ou qui étaient rendus en eau là, à cause des changements, je dirais quand même des changements climatiques, là, on peut pas le nier. C'est un peu à cause de ça qu'on a dû modifier notre itinéraire à certains moments. On est arrivé au bout avec un petit peu plus de jours que prévu, mais on y est arrivé puis on a fait la première traversée du Svalbard l'hiver. C'est fou. Quand même, bravo. Bravo pour ça. Wow. C'est un grand exploit, faut le dire. Puis il y en a pas tant que ça quand même, hein, tu sais, des explorateurs. Il y a une certaine popularité au niveau du plein air, de l'aventure d'une certaine façon, mais extrême. Mais reste que des explorations comme celle-là, plus extrêmes dans le cercle arctique là, et il faut le dire de nuit dans la noirceur polaire, c'est quand même quelque chose. Bravo, Caro. Très long, mais on a apprécié. Et tu diras bravo à ton à mari. Vincent. Vincent est en train de m'aider à préparer ma prochaine expédition. Oui, on y arrive justement. Ouais. Là, tu pour une 3e fois, à moins que je me trompe, plus sinon 4, tu retournes en Antarctique et là, tu veux skier ça en solo. Ouais. Et il y a même un petit record en jeu pour l'occasion. Bon, j'essaie de pas le nommer trop. C'est sûr que je veux le faire le plus rapidement possible. Et là, je m'en vais pas dans la zone où j'étais à la base sur la péninsule de l'Antarctique. Ça va être vraiment sur le plateau. Un endroit qui va être quand même près de la côte, des berges, mais qui va être déjà très haut en altitude. Donc, c'est un endroit qui s'appelle Hercules Inlet. Et où je vais devoir aller jusqu'au pôle sud, donc environ une distance de 1130 km. Oui, le plus rapidement possible, je pense, parce que je suis rendue là à vouloir affronter ces conditions-là, mais à le faire en mode performance. Je pense que là, c'est un petit challenge de plus. Là, je comprends que tu veux pas le nommer. Le nommer trop, mais quand même, tu sais, je veux dire que tu le réussisses ou non, le trail est là pour toi aussi quand même, là. Ouais, je pense que c'est vraiment excitant de savoir que c'est la terre des explorateurs, l'Antarctique. Ouais. J'ai été vraiment inspirée quand j'étais plus jeune par Ernest Shackleton. Je pense que c'était ma passion. Je pense que c'était presque une maladie pour moi de lire toujours plus et davantage sur cet homme-là qui était un leader d'équipe formidable, dont on a retrouvé le navire justement là, qui avait coulé au fond de l'eau dans la baie de Weddell. Et c'est un endroit où on sent rapidement qu'on est hors de notre zone de confort.
Mais on peut dire que aussi ici, on s'en va, on peut aller n'importe où, puis on peut se sentir comme ça. Mais d'aller en Antarctique, d'avoir la chance d'aller dans l'endroit le plus venteux, le plus froid, le plus sec de la planète, je me dis que... Bon, c'est comme au coin de la rue de Sainte-Catherine, t'as raison. Est-ce que dans le cadre de ta préparation, tu parles à d'autres aventuriers québécois qui ont réalisé la chose? Je pense entre autres à Sébastien Lapierre ou même peut-être à Frédéric Dion qui a quand même fait du ski là-bas. Écoute, les Norvégiens en ce moment sont les personnes qui m'inspirent énormément par leur façon de fonctionner. J'aimerais bien parler à Sébastien Lapierre aussi parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Puis j'ai pas encore eu la chance d'y parler. Tu sais que lui avait Shackleton, si je me trompe pas, sur ses skis, hein? Oui, chaque fois que ses skis se croisaient, ça formait son visage. En effet, moi sur mes skis... Jusqu'à l'halluciner. Je sais pas si vous connaissez Børge Ousland. Non. C'est un grand explorateur norvégien. Il est très... Mais qui est toujours vivant, non? Oui. Ah oui, c'est ça. Vivant. Oui, Il est allé avec Mike Horn dans le Nord. Ouais. Et il a fait une expédition incroyable. C'est un... Qui a failli avorter. Oui, exactement. Là. Si vous n'avez pas vu l'expédition de Mike Horn et Børge Ousland... Et qui a été tourné aussi. Le film a gagné, je pense, au Festival de Banff. C'est quelque chose. On se dit parfois dans les festivals de films d'aventure que c'est les plus beaux visuels de drones, tout ça, très léchés qui gagnent. Mais là, c'est vraiment cru. C'est comme, ils sont entre quelques banquises, puis ils essaient de passer d'une à l'autre et ils sont dans l'eau, puis ils montent leur tente sur des morceaux de glace qui sont plus petits que la table sur laquelle on c'est fou. C'est tout un autre docu à voir, absolument. Donc, ce projet-là, à venir en Antarctique, fait l'objet d'une levée de fonds en même temps pour l'organisation PAR. Oui, en effet. PAR, c'est Protect Our Winter, en fait. Ça a été parti par un snowboarder américain et... il avait vu beaucoup de choses qui changeaient dans son environnement. C'était un skieur qui a fait beaucoup de compétitions. Il se déplaçait beaucoup. Puis il a essayé de trouver une façon de redonner autour de lui pour protéger les hivers. Et moi, j'ai décidé de me joindre à Protect Our Winters parce que c'est un organisme où j'ai l'impression qu'on peut avoir une voix tout le monde ensemble. On peut faire changer les décisions des gouvernements par rapport aux pipelines si on n'est pas d'accord à certains endroits pour que ça passe ou pour aider certaines rivières à ce que ça soit pas détruite par la trace de l'homme. Il y a des mesures qui sont prises et on peut avoir un impact qui est assez grand avec cette organisation-là qui s'appelle Protect Our Winters. Et c'est une levée de fonds que je fais en ce moment et j'ai l'impression qu'on est, je pense, environ à la moitié, là, donc ça se passe super bien. Et, objectif de 10 000, c'est ça, on était à la moitié de ce que j'ai vu récemment. Ouais. Allez donner votre petit 5, votre petit 10. Je pense qu'il n'y a pas de petits dons, et c'est facile de le faire. Vous allez sur le site web de Caroline et vous allez trouver le lien pour faire votre don. Alors là, c'est ce qui s'en vient. Il y a toujours ton livre aussi qui est disponible un peu partout en librairie, Dépasser ses limites, qui est sorti il y a déjà quelques années avant la pandémie, 6 récits d'aventure. Je l'ai lancé pendant la COVID, justement. Ça m'a surprise de voir que ça fonctionnait malgré le fait que j'avais fait un lancement très, très petit, malgré les conditions de la maladie. Puis là, j'en lance un deuxième, mais je pense que j'ai besoin d'attendre après l'Antarctique pour m'inspirer un peu de ce que je vais vivre là-bas, puis du territoire que je vais découvrir. Et j'espère revenir avec un bon récit pour un livre numéro 2. Ben écoute, on a hâte de le lire assurément, puis tu reviendras, pour nous en parler encore. C'est ce qui termine. On a défoncé notre temps, mais bon, ça, on a eu du fun, non? Oui. C'est tellement intéressant. Merci, Caroline. Wow. Génial. Merci d'être venue nous jaser pour partager tes aventures. Merci. Si je peux me permettre, là, oui, bien sûr. Vas-y. Moi, je te connaissais pas, Caroline, puis je voyais une costaude, une forte. T'es tout petite, t'as l'air toute fragile, tu parles tout doucement. Comme quoi, tu sais, le dépassement de soi, il y a vraiment... Les gens ont des ressources malgré l'enveloppe extérieure, mais la ressource est vraiment intérieure. Alors, je veux dire que tu m'as fasciné tout le long de la rencontre. J'essaie de montrer ça aux jeunes filles, puis dans
dans le futur, ce que j'aimerais faire, c'est d'inspirer les plus petites à savoir que moi, dans le fond, quand j'étais toute jeune, je bégayais, j'arrivais pas à aller devant les gens, à parler, puis tout ça, puis faire des aventures, ça m'a beaucoup aidé. Fait que c'est un peu... Tu donnes des conférences même aujourd'hui. Ouais, même si je suis encore gênée un peu. Sylvain, t'as pris ton temps, je peux plus te remercier. C'est bon. Tu m'invites quand même la prochaine fois? Bien sûr, okay, je t'attends. Merci à nos commanditaires, Unibrou et Telloc, sans qui ce balado serait impossible. D'ailleurs, Caroline est une ambassadrice de Telloc qui s'occupe des communications pendant ses expéditions. Merci également à toi qui est à l'écoute, l'oreille tendue vers l'aventure. Merci de nous écouter et je te dis top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.